Merci Jean-Michel. Mohamed, alors quelle belle aventure toi aussi Mohamed. Euh, Mohamed, tu t'es présenté au départ, tu as expliqué ton activité. Donc ton activité, c'est du centre d'appel téléphonique, du secrétariat médical. Tu prends en charge la patientèle d'un nombre significatif de médecins en Nord-Pas-de-Calais et au-delà. Malgré la nature très servicielle de ton activité, on a commencé, comme systématiquement dans notre dispositif, par interroger les limites du modèle actuel. Les limites du modèle actuel, finalement, font apparaître que si on est dans du service, le ressort est très industriel. Tu te rémunères sur le nombre d'appels, ça veut dire qu'il y a un intérêt économique légitime à faire en sorte que les cabinets soient chargés, alors bien évidemment dans le respect de la demande des clients, des médecins. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, compte tenu également des spécificités territoriales, ben, les médecins ont une charge de travail qui rend difficilement compatible une qualité de vie et au-delà qui peuvent poser des problèmes de fatigue, de stress, de burn-out, voire de crise cardiaque ou de suicide. Ça, c'est quelque chose que tu sais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est repéré dans l'entreprise, mais dont finalement tu ne savais trop que faire. En quoi l'économie de la fonctionnalité te permet de porter un autre regard sur cette situation et permet quelque part de donner une valeur et une capacité à transformer cette information en quelque chose de nouveau? Alors, ce qu'on a détecté, c'est vrai, par le biais de l'économie de la fonctionnalité, c'est qu'on a une valeur immatérielle qui était l'information qu'on collectait et la connaissance du territoire et de l'activité de nos médecins. Et je te dis ça pas plus tard qu'il y a une semaine. Hein, on a eu un médecin qui était à la limite du burn-out. On lui a fait un mail on a pris 1 heure pour lui faire un mail, mais assez efficace. Et il s'est rendu compte qu'il allait droit dans le mur, qu'il a complètement changé sa façon de travailler. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la raréfaction des médecins, on a toute une génération de médecins qui va partir à la retraite. On voit qu'il y a une vraie tension sur les cabinets médicaux. Alors, passé la période, là, septembre, c'était horrible. On parle d'octobre à mars où ils n'en peuvent plus. C'est de se dire, à un moment donné, comment notre activité peut être durable. Parce que si on n'a plus de médecins demain, il faut aussi continuer à pouvoir travailler et fournir du service et à plus en plus de médecins. L'idée, c'est de le fournir différemment. Et le fait que ce soit dans un esprit de développement durable, à la fois pour les médecins, pour qu'on les protège et pour qu'ils aient conscience qu'ils sont à la limite à un moment donné du burn-out par leur activité, c'est de se dire comment on peut répartir cette charge de travail sur un même territoire. Et donc l'information qu'on a, nous, c'est qu'on connaît les cabinets médicaux où il y a du monde, on sait où il y en a moins, et des fois, pour des médecins ne peuvent pas accepter ou donner un rendez-vous à des patients parce que déjà ils sont overbookés, et à côté on a un médecin qui pourrait eux les recevoir et leur prescrire facilement une ordonnance sans avoir à passer par le parcours du médecin traitant, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle un peu la bobologie. Et aujourd'hui les urgences des hôpitaux sont encombrées par la bobologie, c'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont pas accès directement à l'offre de soins de leur médecin et qui se rendent directement aux urgences. Donc on a ce basculement en fait, qui se fait de charge de travail et qui coûte cher à la collectivité. L'idée avec l'économie de la fonctionnalité, c'est de se dire comment on peut répondre à cette demande d'accès aux soins, et en gérant sur un territoire tout le système d'acteurs, les médecins, les patients, la collectivité locale, on peut facilement basculer et gérer le flux des patients en demande. Ce qui présuppose de nouvelles formes de coopération avec les médecins, vous vis-à-vis des médecins, mais également des médecins entre eux. Donc là, comment est-ce que vous pouvez quelque part faciliter la création de ces cercles de confiance? Ah ouais, c'est la difficulté qu'on a aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire, c'est de se rencontrer, de tirer dans le même sens et de changer de paradigme. Aujourd'hui, le médecin libéral, c'est quelqu'un qui travaille seul, qui a l'habitude d'être assez individualiste et qui n'a pas forcément l'esprit collectif. Et l'idée, c'est de passer de faire cette bascule, cette rupture
de dire que leur travail consiste à répondre aux besoins de la communauté, et on peut très bien s'organiser pour avoir toujours une activité conséquente et rémunératrice et de satisfaire quand même à la demande de la collectivité. Donc c'est un travail de fond qui doit être mené, hein, c'est un travail de terrain que je mène actuellement en laissant les réunir, de leur faire prendre conscience de l'utilité de travailler en réseau. On a aujourd'hui, d'un point de vue matériel, tous les outils pour travailler en réseau, hein. On peut les mettre en intranet, ils peuvent avoir accès à l'information 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est pas le souci avec les nouvelles technologies. Maintenant, c'est de leur faire prendre conscience de leur rôle dans la communauté. Voilà. Donc on choisit un certain nombre de médecins qui sont un peu déjà dans cet esprit-là pour pouvoir expérimenter avec eux cette gestion des flux sur un territoire. Là, je suis sur un territoire où il va y avoir une problématique de désert médical dans 5 ans. Il y a 4 médecins sur 10 qui partent à la retraite et on a une population qui s'accroît. Seulement, les maires, quand j'en parle avec eux, ils me disent « Mais moi, si j'ai plus de médecins dans ma ville, j'ai du monde qui va partir ailleurs, forcément. » Donc c'est aussi, à un moment donné, la désertification de la population, qui va avoir un exode de certaines populations vers d'autres territoires où ils ont des offres de services qui correspondent à leurs attentes. Donc notamment les familles avec les enfants, etc. Où ces gens-là, à un moment donné, ils vont prendre conscience qu'il n'y a pas de médecin, qu'il n'y a pas d'accès aux soins, que c'est pas facile. C'est déjà un frein pour s'installer sur le territoire. D'où de nouvelles relations avec le territoire, mais celles-là, tu les exploreras dans un atelier demain. Donc on va peut-être pas brûler les cartouches de l'atelier de demain. Christian, je crois que tu souhaites réagir par rapport à ce cas effectivement qui nous a bien stimulés. Ce qui est, à mon avis, manifeste dans l'expérience qui est présentée par Mohamed, c'est le fait qu'on était dans une entreprise finalement au démarrage relativement classique, qui, comme centre d'appel, cherchait simplement à répondre à l'agenda des médecins. Donc, c'est un niveau d'information simple, hein, disons les choses comme ça. Il y a des patients qui arrivent, qui cherchent un rendez-vous et on remplit un agenda. C'est une information simple. Dans une logique de type industriel, là, on voit bien que la rentabilité est fondée de l'entreprise sur les volumes d'agenda, sur le fait que les personnes au bout du fil travaillent le plus rapidement possible pour remplir cet agenda le plus rapidement possible, donc une espèce d'intensification du travail quand bien au ressort de cette affaire. Et en plus, un certain désintérêt, si c'est ça. C'est-à-dire qu'il y aurait si simplement remplir un agenda, c'est pas très intéressant. Et puis, je pense que toute l'ouverture de l'entreprise que nous a décrit Mohamed, c'est le fait que derrière cela, derrière la relation qui s'est établie avec les patients et les médecins, mais finalement, il y a une relation. Il y a une connaissance, des attentes des patients, il y a une connaissance aussi des situations des médecins. Et la question, c'est qu'est-ce qu'en fait cette connaissance? Donc là, il y a quelque chose d'assez extraordinaire parce que derrière, apparemment, une prestation relativement simple, finalement, quand on s'intéresse aux intentions des uns et des autres, c'est-à-dire ce qui est à l'origine de la demande, soit du côté des patients, soit à l'origine du travail des médecins, il y a toute une série de connaissances qui est peut-être valorisée. Pour être valorisé, ça demande, c'est ça qui est vraiment je trouve passionnant, ça demande de changer le système de relations aux acteurs. Ça demande de s'ouvrir de manière beaucoup plus forte aux médecins. Tout ce rôle de mettre les médecins en réseau, de les faire coopérer autrement, même quelque part de leur faire changer de philosophie de travail. Quand tu dis sortir du libéralisme, hein, c'est sortir du libéral, pardon, c'est posture libérale, c'est sortir d'une vision uniquement personnelle du travail de médecin et s'ouvrir à une vision plus coopérative de la médecine. Et d'un autre côté, c'est ça qui est très important, c'est que vous vous intéressez au travail des personnes qui répondent au téléphone. C'est-à-dire que le travail des personnes au téléphone, la façon dont ces personnes ont une conscience, une compréhension des enjeux, cette connaissance, elle est écoutée, elle est ramassée, elle est reprise et elle veut être valorisée. En d'autres termes, il y a une attention aux salariés. Finalement, on pourrait dire, en apparence, les compétences des salariés seraient relativement simples, c'est des travaux relativement répétitifs et qu'on déplace la fonction de remplir un agenda à la connaissance qui véhicule ou que mobilise ces salariés dans leur travail, mais lorsqu'on cherche à la valoriser, ça donne une place à ces salariés en traitement nouvelle. En d'autres termes, ça déplace le système de coopération et de partenariat de l'entreprise. Je pense que c'est un deuxième enseignement particulièrement important
de ce point de vue, l'économie de la fonctionnalité, c'est aussi arriver à transformer le travail, à redonner du sens au travail, y compris aux personnes qui apparemment font quelque chose de très simple. Oui, alors, deux petites choses par rapport à ce que vient de dire Christian. Effectivement, le fait de remplir ces agendas, c'est quelque chose de pas forcément passionnant. Si l'activité se limite à ça, dans une logique industrielle et productiviste, il y a de fortes chances pour que ce soit automatisé à terme assez rapidement. Donc, destruction d'emplois aussi. En prenant ensuite cette approche fonctionnalité et en créant cette relation et en captant cette valeur de l'information et en établissant ce lien personnel, on passe dans une démarche qui est quasiment du personnalisé, du sur-mesure. Le personnalisé et le sur-mesure dans notre modèle économique actuel, c'est un luxe, ça a un prix, c'est pas la norme. Il me semble que l'économie de la fonctionnalité fait de ce sur-mesure la norme et le critère standard. Ouais. Je vais réagir sur les deux choses. Premièrement, sur Christian, c'est vrai que ce que tu dis, c'est que le travail de nos salariés a beaucoup plus de sens maintenant. Parce qu'ils sont formés à la détection de signaux faibles, par exemple. Donc, à l'écoute, ce qu'on a appelé, nous, dans l'économie de la fonctionnalité, la posture de l'écoute. Donc, qu'est-ce que j'ai comme information, comment je peux l'analyser, qu'est-ce que j'en fais. Donc, c'est du travail collaboratif parce que toute l'équipe collabore sur l'information qu'ils reçoivent. Et quand quelqu'un ne sait pas comment réagir, demande à son collègue. Donc, il y a déjà une nouvelle dynamique dans l'entreprise et ça donne beaucoup plus de sens à ce qu'elles font. Et c'est vrai que moi, j'ai une génération on appelle ça la génération Y, mais qui a besoin de beaucoup de sens, de savoir pourquoi ils font ça. Et les tâches répétitives, c'est sûr, c'est pas quelque chose qui les intéresse à terme. Et donc, c'est aussi pour moi éviter le turnover, avoir des salariés qui sont complètement impliqués dans le travail et donc qui vont donner une nouvelle dynamique à l'entreprise. Et au niveau de l'automatisation, bon, c'est vrai que ce que je leur demande, c'est de ne pas être des robots. Donc demain, sinon, c'est des machines et via Internet, on peut déjà aller sur des agendas. Là, on est dans l'humain et donc il faut prendre en conscience qu'on a des vies parfois au bout du fil. Donc, s'il faut rester une demi-heure avec un dépressif qui risque de se foutre une balle dans la tête, il faut rester une demi-heure avec lui au téléphone et essayer de trouver une solution, etc. On n'est plus dans la rentabilité, on est dans le contact humain, dans le service. Et ça, je crois que c'est le gage de la qualité de notre entreprise de demain et des puits de croissance qui nous font face, quoi. À nous de le développer. Bon, j'imagine que tous ces témoignages vous donnent